Monsieur, on est en direct. Vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct. Bon. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc là, je vais vous faire une présentation sur les indicateurs scientométriques et visibilité des travaux de recherche. Donc, tout d'abord, je remercie l'association Abelsina pour cette invitation. Et au niveau de la DGRZT, on encourage ce genre de manifestations scientifiques. Donc, ma présentation porte sur certains points. Donc, on va parler sur quelques notions des indicateurs scientométriques les plus connus. Donc, ensuite, on va parler sur comment on peut augmenter notre visibilité à l'échelle mondiale. Quels sont les outils pour augmenter justement notre visibilité? Donc, on va parler aussi sur la visite des travaux de recherche et à partir de là, donc, on va parler des publications scientifiques. Donc, quand on parle des publications scientifiques, donc, on va parler sur les bases de données internationales les plus sélectives, donc à savoir le Web of Science et Scopus. Donc, on va parler aussi sur la visibilité de la production nationale dans ces bases-là. Aussi, donc, on va parler sur la visibilité dans le domaine des sciences humaines et sociales. Aussi, on va parler sur le phénomène de l'open access, donc au niveau mondial et en Algérie. Et on va parler aussi sur le dossier des revues scientifiques nationales, donc de la politique du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à la visibilité des revues nationales. Monsieur, إذا تقدر تطلع صوتك شوية تعيش. باردون ما كنتش تسمعوه. نسمعهم بس صوته خفيف خلاص مسيو. صوته سي بو. Il y a un retour. Vous m'entendiez? Non, mais je le retour, non, il n'y a pas de retour. Oui. Vous m'entendiez d'ailleurs, tu m'as fait, hein? Allô? Allô? Vous m'entendiez? Donc, comme je vous ai déjà parlé, donc on va parler de la politique du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à la promotion des revues scientifiques algériennes. Donc, de même, on va parler du dossier pour les soutenants justement du doctorat ou bien de l'habilitation universitaire. Donc, quels sont les critères du ministère de l'Enseignement supérieur pour les soutenants et l'habilitation universitaire. Donc, on commence. Donc, c'est quoi les indicateurs scientométriques? Donc, on va commencer par c'est quoi un indicateur? Donc, un indicateur, c'est une mesure statistique. Donc, c'est une mesure statistique, une donnée statistique qui aide le décideur à évaluer un état d'un système donné.
Donc, on peut avoir des indicateurs environnementaux, on peut avoir aussi des indicateurs économiques. Donc, c'est des indicateurs qui permettent l'évaluation de l'état économique d'un pays. Pour notre cas, donc, on va parler des indicateurs scientométriques. Donc, c'est quoi des indicateurs scientométriques? Donc, c'est quoi la scientométrie? Donc, c'est la métrie de la science. Donc, c'est des mesures dédiées à la science. Donc, pour évaluer la science. Donc, c'est quoi l'indicateur scientométrique? Donc, c'est une mesure statistique qui permet d'apprécier la politique de la recherche scientifique et de contribuer d'aide à la décision. Donc, c'est ça l'indicateur scientométrique. Donc, c'est des mesures statistiques qui permettent d'apprécier une politique de recherche. Donc, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel établissement ou bien d'un pays donné. Donc là, je peux vous donner les quelques indicateurs les plus connus. Donc, le premier indicateur, c'est le nombre de publications. Donc, on sait bien c'est quoi la publication. Donc, le nombre de publications, c'est le nombre d'articles publiés par le chercheur ou bien par un établissement, par un pays, dans un pays, ou bien de manière générale. Par contre, cet indicateur-là ne donne pas l'information sur l'impact de ces travaux-là. On dit qu'un chercheur qui a 100 publications, mais on ne sait pas c'est quoi l'impact de ces publications-là par rapport à la communauté scientifique. Donc, c'est pour cela qu'il y a le deuxième indicateur. C'est quoi? C'est le nombre de citations. Donc, c'est quoi le nombre de citations? Donc, c'est le nombre de fois qu'une entité, donc ça peut être un article, un chercheur, un laboratoire, a été cité par l'ensemble des autres entités. Donc, on dit qu'un chercheur, il a reçu 100 citations. Ça veut dire parmi les travaux de ces chercheurs-là, ces travaux ont été cités par d'autres chercheurs ou bien par la communauté scientifique 100 fois. C'est ça. Donc, la même chose pour un établissement ou bien un laboratoire ou bien un pays. OK. La même chose, cet indicateur-là ne donne pas l'information sur la productivité d'un chercheur. Par contre, elle nous donne une information sur l'impact des travaux de recherche d'une entité donnée. Donc, on sait c'est quoi l'impact, mais on ne sait pas le nombre de publications de cette entité. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le H-index. Donc, c'est un indicateur qui a été proposé en 2005 par Hirsch. Donc, elle permet de donner une information. Donc, c'est un indicateur qui relie le nombre de publications et le nombre de citations. C'est quoi un chercheur ou une entité? Bon, une entité, on peut dire que c'est un chercheur qui a un H-index est égal à 100, on va dire 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi la production scientifique de ce chercheur, il y a 10 publications où chacune de ces publications est citée au moins 10 fois. La même chose. Un chercheur qui a un indicateur qui est égal à 20, ça veut dire que parmi la production scientifique de ce chercheur, donc il a 20 publications où chacune de ces publications est citée au moins 20 fois. Donc c'est ça le H-index. Je vous donne un exemple. Donc on a un chercheur qui a 10 articles. Chacun de ces articles-là, donc le premier article est cité 28 fois, le deuxième article est cité 14 fois, le troisième article 9 fois, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi le H-index de ce chercheur? Donc, on peut dire, est-ce que c'est le H-index de ce chercheur est 6? Non, 6. Là, parce que si le H-index de ce chercheur est égal à 6, ça veut dire qu'il y a 6 articles parmi la production, parmi les 10 articles, où chacune de ces 6 publications est citée 6 fois. Donc, c'est quoi ces 6 publications? Le premier, oui, il est plus supérieur ou égal à 6. Deuxième, même chose, supérieur ou égal à 6. Troisième, la même chose, supérieur ou égal à 6. Quatrième, oui, supérieur ou égal à 6. Cinquième, la même chose. Mais là, c'est 5. Donc, inférieur à 6.
Donc, c'est pas le 6. Donc, est-ce que c'est 5? Oui. Donc, le premier article, c'est supérieur ou égal à 5. Le deuxième, supérieur ou égal à 5. Le troisième article, la même chose. Quatrième, la même chose. Et le cinquième, la même chose. Les 5 articles sont cités au moins 5 fois. Donc, le H-index de ce chercheur est égal à... Mais là, il y a un problème. On peut avoir 2 chercheurs. Le chercheur, disons, 1, le chercheur X2. Les 2 chercheurs ont 5 articles. Chacun de ces 2 chercheurs, ils ont 5 articles. Le premier chercheur X1, le premier article est cité 1000 fois. Le deuxième est cité 1000 fois. Le troisième est cité 1000 fois. Le quatrième est cité 1000 fois. Le cinquième est cité 0 fois. Donc, c'est quoi le H-index de ce chercheur? Donc, c'est 4. OK. Je prends l'exemple du deuxième chercheur. Donc, il a 5 articles, la même chose. Donc, le premier chercheur, donc le premier article, il a été cité 5 fois. Le deuxième article, 5 fois. Troisième article, la même chose, 5. Quatrième, la même chose, 5. Et cinquième article, 5. Donc, les 5 articles sont cités 5 fois. C'est quoi le H-index de ce chercheur? Donc, c'est 5. Donc, est-ce qu'on peut dire que le deuxième chercheur est meilleur que le premier chercheur? Parce que le deuxième, son H, c'est 5. Le premier, c'est 4. On ne peut pas dire ça. Parce que le premier, ses travaux de recherche ont été cités 4000 fois. Le deuxième sont cités 25 fois. Vous voyez, ça veut dire quand on fait une évaluation d'un chercheur ou bien d'une entité, de manière générale, on ne va pas se focaliser sur un seul indicateur. Il faut voir un ensemble d'indicateurs pour prendre une décision. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le G-index. Donc, le G-index est un indicateur qui a été proposé en 2006 par Léo R de l'Université de Hasselt, justement pour prendre en compte les valeurs qui existent, les citations qui existent pour chacune des publications. Je vous ai donné l'exemple du le premier chercheur qui a 4000 citations, mais son H est égal à 4. Le deuxième, 25 citations, mais son H qui est égal à 5. Donc, le H-index, le G-index, c'est un autre indicateur qui prend en considération les valeurs des citations pour chacune des publications. D'autres indicateurs, c'est quoi? C'est le facteur d'impact. Donc, le facteur d'impact pour les revues scientifiques, c'est pour mesurer une autorité d'une revue scientifique. Donc, c'est quoi le facteur d'impact? Donc, c'est une moyenne de citation dans les 2 dernières années. Donc, c'est une moyenne de citation des articles dans les 2 dernières années. Donc, comment on calcule l'impact factor d'une revue? Là, je prends cet exemple de la revue Academy of Management Journal. Donc, on va calculer l'impact factor de cette revue en 2009. Donc, c'est le JCR 2009 dans le JCR 2009. Donc, le calcul d'impact factor de cette revue en 2009, comment on va procéder? Tout d'abord, on va calculer l'impact factor d'une revue. Ça va se calculer par rapport aux publications qui existent dans le Web of Science. On va en parler après. Donc, comment on va procéder? Donc, on va voir l'ensemble des publications qui existent en 2019 dans la base Web of Science. On va calculer combien de fois ils ont cité les travaux de cette revue-là, Management Journal, de la publiée en 2008. Donc, c'est 124. Donc, les articles de Academy of Management Journal publiés en 2008 ont été cités 124 fois en 2009. La même chose, on va calculer le nombre de citations des publications qui existent dans le Web of Science en 2009. Combien de fois ils ont cité les publications de Academy of Management Journal publiées en 2007. C'est 654 citations, c'est-à-dire les articles publiés par Academy of Management Journal
en 2007, ont reçu 650 cas citations de l'ensemble des publications de 2009, qui existent dans le Web of Science en 2009. Donc, le tout, donc, ils ont reçu les publications de Academy of Management Journal publiées en 2007 et 2008 ont reçu 778 citations par rapport aux publications dans le Web of Science de l'année 2009. De l'autre côté, on va calculer le nombre de publications de Academy of Management Journal en 2008. Donc, ils ont publié 55 publications. La même chose pour le nombre d'articles publiés en 2007 de la même revue. Donc, c'est 65. Donc, on a 120, c'est-à-dire qu'on a 120 articles publiés par la revue Academy of Management Journal entre 2007 et 2008. OK? L'impact factor, c'est quoi? Donc, c'est une moyenne de citations. Donc, on va calculer le de citations pour les articles publiés entre 2008 et 2007 et 2008 par rapport aux travaux publiés dans le Web of Science en 2009, c'est-à-dire les 778 citations sur le nombre de publications de 2007 et 2008 de la revue Academy of Management Journal, c'est-à-dire sur 120. Donc, l'impact factor de cette revue en 2009, c'est 778 sur 120, qui est égal à 6,483. Donc, c'est ça l'impact factor d'une revue. Mais là, il faut faire attention à une chose. On ne peut pas calculer, donc on ne peut pas comparer plutôt, on ne peut pas comparer l'impact factor entre deux revues qui ne sont pas de la même discipline. Parce qu'il existe des disciplines où ils ont le nombre de citations dans les 2 dernières années sont très élevés. Là, je prends l'exemple de la médecine, des nanotechnologies. Les nanotechnologies, on ne cite pas les anciens travaux, on cite les travaux récents. OK? Par contre, je prends l'exemple des domaines des sciences humaines et sociales et les domaines des mathématiques ou bien de la physique théorique. Là, en général, on cite dans les publications les anciens travaux. En général, ce n'est pas vraiment les travaux dans les 2 dernières années. OK? Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas comparer entre deux revues qui ne sont pas de la même discipline. OK? Par rapport à l'impact factor. Donc, on compare, possible qu'on peut comparer 2 revues de la même discipline, de la même spécialité. Mais on ne peut pas comparer Galena en mathématiques. J'ai une revue qui est égale à 0,05 avec une revue dans le domaine de la médecine qui a un impact factor qui est égal à 50 ou bien 60. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Donc, pour l'impact factor, comme je vous ai déjà parlé, on calcule les publications publiées dans une année et en rapport aux citations des dernières années. L'exemple de 2009, on cite les travaux de 2000 et 2007. Donc, pour 2010, donc on cite les travaux de 2009, 2008. Donc, toujours les 2 dernières années. Donc, c'est ça la valeur de l'impact factor. Comment calculer l'impact factor? Donc, là, vous voyez donc maintenant ce qu'on cherche, c'est toujours par rapport à la visibilité. Donc, l'indicateur, elle se base sur la visibilité. Donc, on a parlé de citation, on a parlé de H-index, de G-index. Donc, on part toujours de la visibilité. Et cette visibilité, on la calcule par les citations. Donc, on les calcule par le nombre de citations. C'est-à-dire que l'enjeu ou le souci actuel d'un chercheur, actuellement le souci d'un chercheur, c'est quoi? C'est que j'ai des publications, ok, j'ai des publications, je ne sais pas, j'ai 20 ou 30 publications, mais si ces publications ne sont pas citées, la communauté scientifique ne travaille pas avec mes travaux de recherche. Donc, ça veut dire que j'ai des travaux. C'est vrai que j'ai des publications, mais elles sont isolées, puisqu'elles n'ont pas d'impact. Par contre, mon objectif actuellement, c'est d'avoir l'impact par rapport à notre communauté. C'est-à-dire que c'est d'augmenter les citations de mes travaux. Donc, comment on peut calculer cet impact? C'est à travers les citations. Donc, c'est comment augmenter les citations de mes travaux de recherche.
Donc, pour augmenter ces citations, donc je dois rendre visibles mes travaux de recherche. OK? Donc, pour augmenter les citations, je dois rendre mes travaux de recherche visibles à l'international pour que les chercheurs à l'échelle mondiale puissent accéder à ma publication et puissent lire mes travaux de recherche pour justement augmenter la possibilité pour qu'elles soient citées. OK? Donc, c'est pour cela quand on parle des indicateurs, on parle toujours de la visibilité. Donc, le souci actuel à l'échelle mondiale, c'est comment augmenter cette citation. Donc, pour augmenter cette citation, c'est de rendre visibles nos travaux de recherche. Donc, quels sont les outils justement pour augmenter notre visibilité à l'international? Donc, on a ce qu'on appelle des points institutionnels ou des archives ouvertes à l'échelle mondiale. Ça veut dire que j'ai un travail de recherche, je vais le publier dans ces bases-là, dans ces archives ouvertes. Là, je vous donne quelques exemples. Dans le domaine des mathématiques ou bien de la physique, on a ce qu'on appelle archive. Donc, c'est une base de données des prépublications. Donc, on peut même mettre nos prépublications dans cette base-là. Ça veut dire, je ne vais pas attendre jusqu'à la publication de mon article pour le balancer dans cette base-là. Je vais mettre même la prépub et j'attends le feedback des chercheurs. Donc, je vais augmenter. Je vais voir les commentaires des chercheurs dans le domaine. Donc, ils peuvent me donner quelques orientations. Ils peuvent être même intéressés de mes travaux de recherche. Donc, ils peuvent même citer mes travaux de recherche. Donc, je vais gagner en matière de citation. Et donc, on a archive pour le domaine des mathématiques ou bien je vous cite juste quelques exemples. Donc, archive pour le domaine des mathématiques et de la physique. MedArchive, la même chose dans le domaine de la biologie, de la science de la santé. La même chose, on a aussi pour les sciences humaines et sociales, donc c'est Archive of the Social Sciences, donc Archive. Donc, c'est des dépôts à l'échelle mondiale, là où le chercheur il peut basculer ses travaux de recherche. Et là, s'il va basculer ses travaux de recherche, donc il a plus de chances que ses travaux soient visibles à l'international et donc il va recevoir, donc il va augmenter son nombre de citations et indirectement il va augmenter son H-index, puisque le H-index est tributaire du nombre de citations reçues pour chaque article scientifique. Donc c'est pour cela qu'on encourage nos chercheurs à mettre leurs travaux de recherche dans ces bases de données là internationales pour les rendre visibles. OK. D'autres outils justement pour augmenter notre visibilité, là on a aussi les réseaux sociaux. Donc on a ce qu'on appelle le plus connu aujourd'hui, c'est le Facebook. Donc, on a le Facebook qui est pour tous les personnes à l'échelle mondiale. Mais on a les réseaux sociaux académiques. Là, je peux vous citer ResearchGate. Donc, je vous ai donné un exemple du professeur Hafid Aourag, le directeur général de la recherche scientifique. Donc là, c'est un réseau social destiné qu'aux chercheurs, qu'aux académiciens. Donc, il faut mettre vos travaux de recherche visibles et vous aurez l'interaction avec la communauté sur la qualité de vos travaux de recherche. Et là, on peut avoir des chercheurs qui peuvent vous solliciter justement pour que vous leur envoyiez votre article. Et là, vous pouvez même augmenter votre visibilité. Donc, c'est pour cela qu'il faut y aller aussi vers ces réseaux sociaux académiques. L'autre point, c'est Google Scholar Citations. Donc, Google Scholar Citations. Donc, si on peut dire, c'est un CV du scientifique, c'est son CV. Donc, on a un ensemble d'informations, donc le nom et le prénom du chercheur, son affiliation, ses domaines d'intérêt, et on a l'ensemble des travaux de recherche du chercheur qui sont visibles dans la base de données, dans le moteur de recherche Google Scholar. Donc, Google Scholar, c'est un moteur de recherche académique destiné
c'est juste pour les académiciens, ok? Donc, co-chercheurs. Donc, on a l'ensemble des travaux de recherche. Chaque article, chaque document scientifique, on a l'information sur le nombre de citations reçues par cette publication, ok? Et l'année de publication de ce document, ok? Donc, on a l'ensemble des citations. Donc, déjà là, on a l'information sur les chercheurs à l'échelle mondiale qui citent mes travaux de recherche. C'est une information pour moi. Qui cite mes travaux à l'échelle. Donc, là, je vais voir l'information qu'il y a un chercheur, je ne sais pas, en Amérique, ou bien en Égypte, ou bien au Japon, ou bien en Corée, ou je ne sais pas, donc qui cite mes travaux. Et là, même, je peux le solliciter pour faire des travaux en commun entre nous, une collaboration scientifique, puisqu'il s'intéresse beaucoup à mes travaux de recherche. OK? Mais par contre, si j'avais une production scientifique qui n'est pas visible, là, je ne vais pas être cité. OK? C'est pour cela qu'il faut rendre nos travaux de recherche visibles à l'échelle internationale. Donc, là, on a le compte Google Scholar. Donc, on a l'ensemble des travaux de recherche, les citations reçues pour chaque publication, et on a l'information, les quelques indicateurs. Donc, les travaux de recherche du professeur Hafid Awraq ont reçu plus de 5900 citations. Son H-index qui est égal à 41, c'est-à-dire parmi la production scientifique du professeur Awraq, il a 41 publications où chacune de ces publications est citée au moins 48 fois. OK? J'ai déjà cette information. Mais pour avoir cette information, il faut rendre mes travaux de recherche visibles toujours à l'international. Donc là, c'est quelques outils qui vont nous permettre d'augmenter justement notre visibilité à l'échelle internationale. Et là, justement, il y a un classement. Il y a un classement qui a été fait par le Webometrics sur le nombre de chercheurs qui ont des comptes Google Scholar Citations. Donc, le nombre de chercheurs qui ont des comptes Google Scholar Citations et qui sont les plus cités. Donc, pour information, pour les chercheurs du domaine des sciences humaines et sociales, le premier chercheur à l'international le plus cité, qui a le plus nombre de citations, donc ce n'est pas un physicien, ce n'est pas un mathématicien, ce n'est pas un chercheur dans le domaine de la santé, mais c'est un chercheur du domaine des sciences humaines et sociales. C'est Michel Foucault. Donc, les travaux de Michel Foucault sont cités plus de 782 000, ont reçu plus de 782 000 citations. C'est énorme comme information. Donc, vous voyez à l'échelle mondiale, le premier chercheur le plus cité, c'est un chercheur du domaine des sciences humaines et sociales. Le deuxième chercheur au niveau mondial qui a reçu plus de nombre de publications, la même chose. Ce n'est pas un chercheur du domaine des mathématiques ou bien de la physique ou bien de la chimie, mais c'est un chercheur du domaine des sciences humaines et sociales. C'est le professeur Pierre Bourdieu. Donc, Bourdieu a reçu, ses travaux de recherche ont reçu plus de 574 000 citations. Le troisième, la même chose, c'est un chercheur du domaine des sciences humaines et sociales, c'est Sigmund Freud. Donc, ses travaux de recherche ont reçu plus de 482 000 citations, c'est énorme. Donc, vous voyez, les trois premiers chercheurs à l'échelle mondiale qui ont le nombre de citations le plus élevé, c'est des chercheurs des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire là, donc on ne peut pas dire que Galvani, je suis du domaine des sciences humaines et sociales, donc je ne vais pas recevoir des citations. Non, il faut voir la qualité de nos travaux de recherche. Les plus cités à l'échelle mondiale, c'est les chercheurs du domaine des sciences humaines et sociales. Donc, la même chose donc, pour le H-index. Donc, le chercheur qui a l'H-index le plus élevé à l'échelle mondiale, la même chose. Donc, ce n'est pas un chercheur c'est pas un mathématicien, ce n'est pas un physicien, c'est le chercheur du domaine des sciences humaines et sociales. C'est toujours Michel Foucault. Donc, Michel Foucault, son H-index est égal à 289. C'est énorme. C'est-à-dire quoi? Parmi la production scientifique de Michel Foucault, il a 289 publications où chacune de ces publications a été citée au moins 289 fois.
C'est énorme comme indicateur. Vous voyez, donc ça nous donne une information sur l'impact des travaux de recherche et de la qualité des travaux de recherche de Michel Foucault. Le deuxième, donc, c'est un chercheur dans le domaine médical, donc c'est Graham Goltitz. Son H-index est égal à 282. Donc, c'est pour dire, c'est pour dire que peu importe la discipline, donc on a un ensemble de travaux de recherche et les chercheurs les plus cités à l'échelle mondiale, c'est des chercheurs du domaine des sciences humaines et sociales. Donc, je vous ai parlé de quelques notions d'indicateurs scientométriques et sur comment justement augmenter ces indicateurs ou ces citations, quels sont les outils, comment on peut faire justement pour augmenter, pour rendre visible afin d'augmenter les citations. Donc, je vous ai donné quelques techniques ou quelques outils justement pour augmenter les citations d'un chercheur. Maintenant, je vais vous parler des revues scientifiques. Donc, la notion de revue, je pense que l'ensemble des chercheurs qui sont là, qui nous écoutent, ils ont une information sur c'est quoi une revue. Donc, c'est un espace pour certifier, débattre les résultats scientifiques. Donc, c'est un moyen de diffusion, de validation et d'évaluation de la recherche, des résultats de la recherche. C'est-à-dire, je suis un chercheur, j'ai des résultats scientifiques, j'ai mes propres résultats scientifiques. Donc, comment je vais les valider? Donc, je vais les soumettre sous forme d'un article dans une revue donnée pour qu'elle soit évaluée par les pairs. Donc là, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est un espace pour certifier et débattre les résultats scientifiques. Donc là, c'est ça, c'est quoi une revue scientifique. Mais quand on parle d'une revue scientifique, on va parler automatiquement ce qu'on appelle des bases de données sélectives, des bases de données les plus connues à l'échelle mondiale. C'est quoi ces bases-là? Donc, la première base, c'est la plus connue, c'est la base Web of Science du WOS, du Clarivate Analytics. Donc, c'est quoi le WOS? C'est quoi le Web of Science? Donc, ce n'est pas un éditeur scientifique comme Elsevier, ou bien Springer, ou bien Wiley, Blackwell, ou bien. Donc, c'est une base de données qui indexe des revues scientifiques. C'est juste son rôle, c'est l'indexation. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de l'évaluation. Ce n'est pas pour accéder à un article scientifique, mais justement pour évaluer. C'est ça l'utilité de cette base, le Web of Science. Donc, c'est l'indexation des revues scientifiques écrites en différentes langues. Donc, le premier message que je vous donne, c'est que dans le Web of Science, il n'y a pas, parce que plusieurs chercheurs nous disent qu'elles favorisent des revues anglo-saxonnes. Non. Le Web of Science indexe des revues écrites dans les différentes langues. Il n'y a pas de distinction entre les langues. Ce qui est important, c'est la qualité scientifique dont c'est publié par ces revues-là. C'est ça ce qui est important pour qu'elles soient indexées dans ces bases-là. Donc, la chose la plus importante, c'est la qualité scientifique. Mais il faut juste mettre le titre, l'abstract, les mots-clés et les références bibliographiques en latin. Bon, pour l'abstract et le titre et le keywords, donc les mots-clés, c'est en anglais, plus les listes bibliographiques en latin, ce qu'ils exigent. Mais pour le full text, on peut écrire dans n'importe quelle langue. Donc, il n'y a pas de différence entre les langues. Là, c'est le premier message. Deuxièmement, donc, dans le Web of Science, on a plus de 9300 revues du domaine ST, SNV, sciences de la santé. Et plus de 4900 revues dans le domaine des sciences humaines et sociales. Deuxième message, parce qu'il n'y a pas une grande différence entre les domaines des sciences humaines. La couverture des disciplines dans le Web of Science, il n'y a pas une discrimination du domaine des sciences humaines et sociales par rapport au domaine ST, SNV et les sciences médicales. OK? Donc, on a plus de 9300 du domaine ST, SNV et sciences médicales et 4900, presque 5000 revues dans le domaine des sciences humaines et sociales. Autre chose, donc le Web of Science, donc ça c'est le troisième message.
Donc, autre chose, le Web of Science, c'est la source du facteur d'impact. Ici en Algérie, j'ai vu qu'il y a des chercheurs même du Cameroun ou bien de nos frères marocains ou bien tunisiens qui nous suivent. Donc, en Algérie, par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie, quand on parle de l'impact factor, c'est l'impact factor qui est fourni par le Web of Science à travers le JCR. C'est quoi le JCR? C'est le Journal Citations Reports. Donc, c'est une base de données. Là, on a un ensemble de revues. Chaque revue, elle nous donne la valeur de son impact factor.